Bonjour, je suis Claire, coach certifiée spécialisée dans les hauts potentiels et bienvenue à tous dans Atypique People. Atypique People, c'est le premier podcast qui donne la parole à tous ceux qui se sont toujours sentis en décalage, les zèbres. On les nomme aussi hauts potentiels, surdoués ou encore précoces. Et leur QI est bien souvent aussi démesuré que leur vie. Ici, vous découvrirez leurs témoignages inédits, vous rirez peut-être, parfois même ils vous toucheront, mais ils ne vous laisseront jamais indifférents, car ils sont si différents. Parce que la différence se partage, bon voyage dans le monde sensationnel des atypiques avec Atypique People. De quoi parle-t-on cette semaine ? Si je vous dis syndrome de l'imposteur, vous me répondrez sûrement sentiment d'être illégitime. Moi, surdouée ? Mais vous rigolez. Cette phrase, c'est celle d'Adriana Carambeu. Et cette semaine, Adriana est mon invitée. Sa particularité, elle a été détectée haut potentiel devant les caméras de télévision et donc face à plus de 3 millions de téléspectateurs en prime time. Et malgré cela, 7 ans plus tard, elle pense encore qu'il y ait pu y avoir une erreur sur ce test. Adriana Carambeu, vous la connaissez tous. Chaque mois, elle co-anime aux côtés de Michel Simès les pouvoirs extraordinaires du corps humain diffusés sur France 2. Et en me lançant dans sa présentation, ça me donne envie de rajouter des traits, T-R-E-S, là où elle aurait tendance à y mettre des pas assez. Adriana est très sublime, très cultivée, très mec, très sensible, très forte, très fragile, très enfantine, très bavarde, très curieuse. La liste est longue et on a plutôt eu l'habitude d'entendre la version plus courte, mais pas moins juste, animatrice télé et ex-top modèle aux plus grandes jambes du monde. Et bien un jour, la vie lui propose de découvrir une partie supplémentaire de sa propre identité. C'était il y a 7 ans, en 2014. Pour les besoins de son émission, elle se retrouve dans le cabinet de Jeanne Siofachin, la psychologue clinicienne spécialiste de la douance, pour passer un test d'intelligence avec son acolyte Michel Simès. Alors le résultat du test est filmé, et surtout le résultat est sans appel. Adriana a un score de QI bien supérieur à 130. Pourtant, depuis ce jour, jamais l'animatrice n'a évoqué sa douance. Et plus étonnant encore, elle qui est si curieuse, quelle surprise j'ai eue lorsque j'ai découvert qu'elle ne s'était jamais renseignée sur ce que signifiait d'être identifiée au potentiel. Alors pour moi, notre rencontre est un cadeau de pouvoir vous partager un échange assez rare sur la prise de conscience d'une part de soi-même. J'espère parvenir à lui ouvrir quelques portes sur le monde des zèbres et l'inciter à ressentir que l'incroyable richesse qui se cache en elle est loin d'être une faiblesse. J'arrive à notre rendez-vous. Nous sommes en plein confinement, c'est le 2 novembre 2020. Adriana vient de quitter son équipe de tournage et elle m'attend dans un petit salon d'un hôtel parisien. C'est parti. Bonjour Adriana. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Alors juste ici, on est dans l'hôtel où vous descendez quand vous venez faire vos tournages sur Paris, c'est ça? C'est ça, parce que c'est mon lieu habituel un peu. C'est devenu une deuxième maison et puis c'est vrai que à Paris, je viens seulement pour travailler, mais c'est toujours agréable. Merci déjà d'avoir accepté de nous partager en fait votre expérience de femme dite haut potentiel, surdouée ou zèbre. Quel mot vous employez vous? Je ne parle pas de ça, hein. On a rarement l'occasion. Bonjour, je suis surdouée. Non, c'est pas vraiment un sujet. C'est pas vraiment un sujet. Revient. Et justement, en fait, vous avez été découvert donc en 2014, mais depuis 2014, on est en 2020, j'ai jamais vu aucune interview où vous vous exprimez sur le sujet. Vous en parlez pas, c'est un choix ou... Non, pas du tout, mais des fois ça arrive que les gens dans les émissions, ils me présentent et dans la présentation, c'est écrit. Du coup, alors qu'est-ce qui est écrit? Elle est mannequin. Récemment, on a découvert qu'elle était surdouée. Non, un truc qui me paraît vraiment ridicule, mais après, je me suis un peu habituée parce que dans mon CV, c'est souvent marqué aussi que j'avais des jambes les plus longues du monde. Du coup, ouais, ça donne un peu des caractéristiques d'un extraterrestre, si vous voulez. Mais je me suis habituée. Ouais, voilà. On a déjà souhaité vous interviewer sur le sujet ou... Non, jamais. C'est quand même assez incroyable parce que cette émission a une très grosse audience à l'époque. Donc, on va essayer de revenir à la jeunesse. Comment ça s'est passé? Vous faisiez les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur la douance, c'est ça? Sur l'intelligence, sur des formes d'intelligence, parce qu'on a bien appris qu'il n'y a pas une forme d'intelligence, il y en a plusieurs, et puis on a un peu étudié toutes les formes. Et pour étudier, on s'est testé, ce qu'on fait souvent avec Michel Simès, on teste d'abord nos capacités à nous.
Et puis, ça se trouve qu'on allait faire ces fameux tests de quotient intellectuel et ça fait flipper. Parce qu'ils nous ont bien expliqué la production. Alors ça, c'est vraiment le test, parce qu'il y en a plein sur Internet, machin, blabla. Mais celui-là, apparemment, c'était avec un fameux psychologue qui a fait ce test, je ne sais pas, sur les gens de NASA ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment le test. Pour justement des personnes comme moi, c'est un stress épouvantable. En plus, moi, j'avais un souci. 2 nuits auparavant, je n'ai pas dormi. Du coup, le stress s'est accumulé. Je me suis dit, non, je ne vais jamais passer ce test parce qu'on sait très bien quelle importance de sommeil pour le cerveau, la mémoire, tout ce que vous voulez. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais être découverte. Ils vont tous savoir. Et vous vous disiez, ils vont tous savoir quoi à ce moment-là? Ils vont virer déjà, d'abord. Ils vont me virer? Ils vont me virer. Parce que celui-là, elle n'a pas sa place ici. C'est un imposteur. Après, je le fais parce que je me suis dit, je ne peux pas juste pas le faire. Je ne vais pas dire à la productrice, non, mais moi, en fait, je ne veux pas le faire parce que, non, il n'y a pas d'excuse. Ouais, c'était pour le travail, là. Je me suis dit, bon, je vais le faire, ils vont découvrir que je suis éperdument bête. Et ça va être la honte. Mais j'ai compté sur le tact de cette productrice et je me suis dit, elle va quand même pas d'intérêt de diffuser ce moment de honte. Et je me suis dit, si jamais ils vont découvrir ce qu'ils vont découvrir sûrement à 100%, ils vont pas le diffuser, ils vont un peu peut-être dissimuler, on va peut-être pas du tout mettre cette séquence, on va le couper en montage, bref. Je pense que ça aurait été fait comme ça, parce qu'ils vont pas ridiculiser leur propre animateur. Ce serait pas possible pour la suite. Donc j'ai compté sur ça, et je me suis dit, voilà. Et vous aviez échangé avec Michel, votre acolyte, avant non, ce test? Pas vraiment. Je ne sais pas si c'est lui, il a appréhendé. Je pense que secrètement, il a appréhendé aussi. Mais il n'aurait jamais avoué. Moi, je failli mourir de peur. Mais je n'ai pas non plus avoué. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Dans le stress, pas possible. Après, je me suis dit, c'est pas juste ce test, parce que moi, je suis étrangère. Ouais. Donc je me suis dit, c'est quand même... Il y avait des questions sur la culture générale, sur les dessins animés ou sur des programmes télévisés que moi je ne pourrais jamais pas comprendre, savoir. pas connaître, effectivement. Donc ça, je me suis dit, j'ai prévenu aussi, je suis handicapée, je ne peux pas passer ce test dans les conditions qui... Bon, bref. Et ça s'est passé d'une manière que j'ai jamais dans ma vie prévue. Jamais. En plus, vraiment, je n'ai pas dormi 2 jours avant. J'étais épuisée. J'avais une petite migraine, moi j'ai une migraine avec un aura, souvent. Avec une aura, pardon. Avec une aura. Qui est très handicapant car on ne voit pas bien. On a une vision à 3/4 mitigée. On ne voit pas vraiment, même des questions. Je vois à moitié, j'ai regardé comme ça. Bon bref, j'étais handicapée. Même là maintenant, comme si j'étais en train de me justifier, mais pas du tout, c'était le fait réel. Donc, et là, je me suis dit, oh punaise, ça va être l'horreur. Ça va être une tannée. Comme pendant mon bac, ça m'est arrivé pendant mon bac, pareil. Bon, ouais. Est-ce que vous vous souvenez de la durée du test, de toutes les questions, s'il y avait de la logique, s'il y avait... Il y avait de tout. Je me souviens sur les trucs de BD que vraiment j'avais aucune idée. Les bandes dessinées. Car je ne les connaissais pas, c'est pas ma culture. Après, je me souviens aussi sur le vocabulaire, il fallait décrire une situation par des mots que je trouvais que j'ai bien réussi pour un étranger. Mais bon, à chaque fois j'ai cherché injustice. Ouais, d'accord. L'injustice et injuste, c'est pas... Oui, parce que j'ai un grand sens de moralité. Et du coup, ça me paraissait... injuste de passer ce test. Et alors, ce test se termine, et à la fin de ce test, vous vous sentez comment Non, mais à la fin, pas avant que je connaisse... Oui, avant de savoir. Non, je me suis dit, ben voilà, ça c'est fait. C'est fait. Mais déçue de moi, bien sûr. Toujours déçue. Déçue, vous imaginiez que vous aviez tout faux? Oui, bien sûr. Ouais. Et vous avez échangé avec Michel, justement? Vous l'avez passé en même temps tous les deux? J'avais aucun doute sur lui. Sur lui, j'avais aucun doute. Je ne sais pas si on a échangé. Je sais que lui, il a rigolé beaucoup pendant le test. Et moi, je me suis dit, non, je n'avais pas du tout envie de rire. Mais alors, pas du tout. Moi, je fais tout sérieusement. Oui. Et alors, viennent les résultats du test avec Jeanne Sioffacher. Donc, Jeanne Sioffacher, c'est quand même une psychologue clinicienne très reconnue dans le monde de la précocité, de la douance. Enfin, c'est une grande spécialiste. Donc, vous étiez reçue par une des expertes dans le domaine. Une grande dame. Comment vous vous sentiez? C'était quelques jours après ou c'était le jour même? Non, c'était quelques jours après. Et là, je suis allée à la exécution.
Ah non, oui, vous alliez comme si vous alliez à l'exécution. Sûre et certaine. Et comme elle a commencé par Michel, je me suis dit, évidemment, elle va commencer par Michel parce que au moins, il y avait quelque chose à dire. Et moi, soit ils ne vont pas en parler ou ils vont un peu dissimuler. À ce point. Oui. Je me suis dit, mais comment ils vont le faire en montage? Parce que je me suis dit, ils vont quand même sauver ma peau. Quand même pas. Non, je croyais pas. La première chose que vous avez dit, c'est j'ai l'impression d'être un imposteur. Oui, c'était un truc de fou. Je croyais vraiment pas. C'est le premier mot que vous avez dit. Oui, mais apparemment, c'est parce qu'elle m'a dit après, mais c'est ce que les gens de haut potentiel disent toujours. Mais moi, je savais pas. Je savais pas, je pensais vraiment secrètement que c'est que moi, ma petite personne, que je suis vraiment un peu bizarre. J'ai toujours pensé que j'étais un peu bizarre, quelque part. Et puisque j'ai appris que c'est quelque chose que d'autres personnes peuvent penser comme moi, c'était extrêmement rassurant. Et j'ai pensé à mon père qui m'a toujours dit que je vais jamais être quelqu'un, que je vais toujours rien dans ma vie. Et je me suis dit, putain, je me suis quand même un tout petit peu mieux débrouillée que ce qu'il a prévu. Je pensais vraiment à lui. Après ça, en fait, vous avez raison. J'ai dit que je pense pas à ça, mais c'est vrai que je pense. Ça change quand même une vie de savoir pour la personne qui est concernée, car c'est extrêmement rassurant. C'est comme un grand compliment. Mais c'est un compliment pas comme les autres. Ouais. C'est quelque chose qui caresse pas seulement notre ego, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de se construire, même si on a 45 ans. Non, j'ai pas 45 ans, j'ai 49. À n'importe quel âge, ça nous permet vraiment de mieux tenir les rênes. Vraiment, je vous dis, parce que c'est pour quelqu'un qui nage dans l'insécurité et des problèmes d'estime de soi, c'est carrément, on s'accroche quand on est en train de se noyer, vraiment. Ouais, bien sûr. Et quand vous avez découvert ça, est-ce qu'il y a eu une notion de comprendre qui vous étiez, de comprendre sa propre identité? Je ne connais pas le sujet, j'ai pas pris le temps d'étudier, car quelque part, encore, je pense que se sont trompés. Hein. C'est pas à 100%. Toujours, vous arrivez à vous le dire. Si, je me dis, non, il faut refaire ce test. Je me suis dit ça tout de suite, il faut le refaire, car que, voilà. Ouais. Il y a des petits signes dans la vie où on se dit, ah ouais, c'est parce que je suis autrement. Ouais. Et ce sentiment, quand vous dites que parce que je suis autrement, ce sentiment de décalage avec les autres, vous l'avez eu avant? Après, c'est pas du tout prétentieux. Hein. Non, bien sûr, c'est juste une histoire de fonctionnement. Oui. Vous voulez dire, c'est un fonctionnement différent, c'est pas une histoire de supériorité ou d'infériorité. Voilà, pas du tout. C'est un fonctionnement différent. Et par rapport au fait de se sentir autrement par rapport aux autres, donc ce sentiment de décalage, avant de le savoir, vous le viviez comment? Mal. Ouais. C'était dans quelle situation Tout, ça se trouve, parce que cette insécurité, on se sent inférieur sur tous les domaines, en fait. Donc mon métier déjà de mannequin m'a beaucoup aidé, car même sur un plan très superficiel, mais pour cette personne-là, c'est important, même des petites caresses, comme j'ai dit, vous étiez jolie, ça fait du bien, quand on n'a jamais entendu auparavant. Tu fais ça bien, la photo est jolie. La reconnaissance, en fait. Oui, tu vas faire le défilé. Il y avait 10 000 personnes pour cela. Tu le fais. Donc, c'est tout ça. Ça fait énormément de bien. C'est pour ça que je ne vais jamais cracher sur mon métier. Je l'ai adoré. Il m'a permis de devenir une personne normale, en quelque sorte, car il y avait tous ces compliments. C'est important de les recevoir. Et en plus, il m'arrive que je fais un métier que je n'ai pas vraiment choisi. Je ne suis pas formée. Je fais tout à peu près au hasard. Vous êtes une autodidacte, en fait. Oui, mais c'est que je le fais parce que, la télévision m'a proposé un truc, mais je ne suis pas une présentatrice, donc je n'ai pas mon métier dans mes mains. De légitimité, il y a un problème de légitimité et de connaissances. Moi, je ne suis pas, par exemple, un médecin, je ne suis pas présentatrice par métier. Quand on a un métier, moi je dis toujours c'est un cadeau du ciel. On a un métier, on peut s'appuyer dessus. C'est comme vous avez une matière et vous la prenez vraiment bien, alors vous êtes sûr, vous allez. Donc ça stimule votre estime de soi, vous êtes sûr de vous. Ça m'est arrivé plein de fois, je sais comment c'est jouissif. On peut tout faire en même temps. Je peux tout faire, mais je ne suis pas sûre si je le fais bien. C'est la confiance en soi, en fait, oui, qui en parce que on fait des choses, mais c'est jamais super bien, j'ai l'impression. Hein. Vous avez ce besoin de perfection. Oui, dans tout ce que vous faites. Mais ça c'est, je pense que s'il y a une caractéristique, c'est celui-là. Chez vous, en tout cas, c'est ce qui ressort le plus. C'est une tannée, hein, c'est là.
Le petit détail qui va pas, vous pouvez le voir à la loupe. Je vois que ça. Vous avez un exemple? À la maison, je nettoie tout. Hein. Je suis pas encore maniaque, mais pas loin. Mmh. En plus, oui, on voit tous les détails. C'est pas possible, on ne peut pas échapper. J'aurais adoré que mon mari pourrait plus absorber et comprendre ma personnalité. Je n'arrive pas encore à passer le message parce que pour lui dire, mais chérie, je suis HP. Il faut que tu sois un peu plus indulgent. Non, ça passe pas. Il faut passer par d'autres chemins. Sinon, ça serait trop prétentieux. Mais c'est vrai que je me vante pas. Encore une fois, je ne sais même pas si mon mari il est au courant. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Vous lui avez jamais dit? Je pense à l'époque, il a encore suivi mes émissions, mais franchement, je suis pas sûre si... Non. Et c'est pour ça qu'il se moque de moi, souvent. Il m'a dit... il se souvient jamais de le nom de mon université que j'ai fait, et... à chaque fois qu'il se moque de moi, il me dit « C'est ton école de Jean Toulouse 14 qui t'a appris ça ?» Voilà, il se moque. Jean Toulouse 14. Ça n'existe pas. Bref, il se moque de moi. Mais il sait que vous êtes identifié au potentiel? Ah, je sais, vraiment, là, franchement, peut-être qu'il a su sur le moment, et après, il a oublié. Je vous promets, c'est vraiment pas un sujet dans la famille. Est-ce que là, du coup, ça va vous donner envie de lui en parler? Je vais lui dire là tout de suite. Je dis, chérie, fais gaffe, je suis HP, et il faut me traiter avec des gants. Oui, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez commun chez les hommes ou les femmes qui sont HP et en couple, où il y en a un qui a le souci du détail et l'autre qui ne peut pas voir les choses, mais c'est simplement que ce sont des perceptions différentes. Non, mais mon mari il me regarde des fois. Qu'est-ce que tu fais? je fais des activités invisibles qui servent à rien. Non, mais après, c'est pas toutes les personnes qui sont pareilles. Mais je sais juste cette attention au détail qui est chiant, ça sert à rien en plus. Et je le sais. Il faut que je travaille pour ça. Et que lorsque vous avez fait cette émission, une fois que vous en êtes sorti, votre entourage l'a appris. J'imagine que vous étiez au potentiel. Quel a été le regard des autres ou les questions Non, ils m'ont dit, mais tu le savais pas? Qui vous a dit ça? Quelqu'un de ma famille, de famille de mon mari. Mais tu le savais pas? Parce que j'ai ma sœur, elle est très intelligente. Après, j'étais bonne dans mes études. J'ai une bonne mémoire. Parce que je me suis toujours dit, bon, ça va, à la limite, j'ai une bonne mémoire. Je fais 3 ans de médecine. La mémoire, je retiens très bien. Je retiens super bien. Mais puisque j'étais élevée jusqu'à quand je suis partie de chez moi par mon père, ça m'a été toujours dit que je serais bonne à rien. Toujours. Et ma sœur n'a pas eu la même éducation. Elle était mise en piédestal toujours, donc elle n'a pas du tout la même évolution. Oui, bien sûr. Donc moi, j'étais la mauvaise. Et pourtant, j'étais première de la classe. Mais première. C'était injuste. Ouais. Mais je pleurais tous les soirs. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dû faire? Pourquoi? Mais un enfant ne trouve pas la réponse, même un adulte ne trouve pas la réponse. C'est comme ça. Oui, bien sûr. Et alors, vous parlez d'existence, de force. Beaucoup d'eau potentiel, alors on ne va pas faire une généralité, mais ça fait partie d'un point commun très très fort, c'est de se battre pour exister. En fait, ces personnes-là sont souvent addictes de dépasser leurs limites, donc soit de faire des sports ascensionnels, de se challenger toujours pour pouvoir se sentir vivant ou montrer. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, c'est ma vie. Mais moi, je ne savais pas que c'est les hauts potentiels qui font ça. Moi, je pensais que ça venait de mon passé, de l'histoire d'être à jeune âge vraiment abattue par mon père. Donc moi, c'était l'histoire de me relever. Et parce que je me sentais toujours comme un phénix et je me suis dit, c'est heureusement j'ai cette capacité, parce que tellement de fois je me suis mis à genoux car j'étais abattue, mais cette capacité de se relever, c'était pas impossible. Quand vous pensez que vous vous trouvez dans un trou et il faut remonter, c'était ça. Et j'étais capable de faire ça. Et à chaque épreuve, c'est pour ça que vous me dites maintenant je repense parce que je fais tellement d'aventures, je pensais peut-être que je suis addict à l'adrénaline. Mon mec il m'a dit, tiens mec, je suis pas un mec, attention. Il est vrai, il me dit ça, tu veux tout faire, tu veux prendre des rênes, tu veux tout décider, c'est fou. Mais c'est à chaque fois, je me suis prouvé que je peux faire ça, donc je suis pas peut-être forcément complètement nulle, je peux faire ça et je peux faire ça. Du coup, ouais, ça nourrit. C'est comme un soif, mais moi je pensais que c'est venu de l'histoire de partir de vraiment zéro.
c'est pour ça que maintenant je vois comment c'est important de porter son enfant, de lui dire qu'il va réussir. C'est tellement, ça change tellement la donne. Alors justement, au point de vue de la gestion des émotions, parce que je suis hyper sensible. Ah, mais un dessin animé, je vais pleurer. Certain. Je sais pas si ça fait partie, hein, mais je suis hyper sensible. Oui. L'hypersensibilité et l'hyperempathie, ce sont des caractéristiques. Voilà, et mon mari encore hier, il me dit « Chérie, j'ai un truc à te montrer, tu vas pleurer un peu même. Après, tu vas être contente. » Je dis « Non, moi, c'est pas pareil, ça va me rester des semaines. » J'ai vu un truc sur Internet qui était horrible, mais je suis perturbée jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. Non, je peux pas. Oui. Musique, je peux pas écouter musique qui est lente et un peu triste. Des souvenirs de mémoire, des trucs, des images, c'est trop. Ça m'envahit, ça me reste longtemps. Je ne peux pas. Ça me tue. Mais je pense que c'est vraiment ça s'empirait quand j'ai eu ma fille, parce qu'il y a des parties de mon cerveau qui se sont ouvertes que j'ai jamais pénétré dedans avant. Il y a encore des sources d'émotions que j'avais jamais auparavant. Vraiment, c'est encore pire, je veux dire. Au point de vue émotion. Ouais. Ça se déclenche. La joie aussi. Après, je suis vraiment... Il se moque de moi pendant le tournage parce que je suis très émerveillée de tout. Et c'est peut-être très enfantin, mais je suis comme ça depuis toujours. Et après la naissance de ma fille, c'est encore pire. Mais je trouve... Moi, ça me fait plaisir. C'est des petits plaisirs de la vie. Je ne vois pas pourquoi... on resterait de marbre, Michel, et il s'en fout des petits trucs. C'est tant pis pour lui, hein, parce qu'il a moins de plaisir dans la vie, je trouve. Ouais. Après, peut-être que ça fait un peu bébête, je sais pas. Non, mais ça fait partie des caractéristiques. Ça aussi ? Oui, bien sûr, ça fait partie des caractéristiques. Parce qu'en fait, le haut potentiel, ce qui le fait tenir dans sa vie d'adulte, c'est son âme d'enfant. Sinon, le monde d'adulte est beaucoup trop dur pour lui, pour subvenir. Donc, il se réfugie dans cette joie d'enfant, dans cette joie... Énorme. Est-ce que ça vous parle ? Complètement. Non, voilà. Et il se réfugie là-dedans. Et donc, c'est ce qui fait qu'il est très différent vis-à-vis des autres adultes. Est-ce que c'est pas lié, ce monde d'enfant qui nous repousse d'en avoir un enfant ? Car moi, j'ai toujours pensé bêtement... Mais j'ai le temps. Oui, je suis tellement petite encore. La notion du temps, en fait, pour un HP n'est pas la même. Sérieux ? Voilà. Et d'où pourquoi les femmes ont souvent des enfants très tard, les femmes HP. Mais je me suis dit, non, mais oui, bien sûr, mais je veux faire ça plus tard. Je me suis toujours dit ça. Qu'il y avait autre chose à faire avant. J'ai le temps, je veux faire ça, plus tard. Maintenant, je suis avec mon homme, on est trop bien. Du coup, je veux faire ça plus tard, bêtement. Maintenant que vous êtes maman, que la haute potentialité, on sait en tout cas que ça se transmet entre 70 et 80%, est-ce que ça change un peu les choses, votre manière peut-être d'entendre ou d'écouter votre fille ou... Je suis un parent, ma fille c'est la merveille de la terre. Je dis à mon mari, il me dit, chérie, tu la trouves comme ça parce que tu es sa mère ? Je dis non. Ma fille est la plus forte au monde, mais je lui pense sincèrement. Elle a pas du tout les mêmes traits de caractère que moi. Ma fille est pas freinée par cette peur. Moi, j'avais peur toute ma vie. Pour, je sais pas quelle raison, mon père forcément. Ma fille est courageuse. Elle a ça de son père. Il est courageux. Elle a vraiment pas peur. Vous avez des enfants qui sont un peu plus peureux. Ma fille, elle y va. C'est un bulldozer. J'admire ces traits de caractère parce que je l'ai jamais eu. Ma fille, c'est pour ça que je suis tellement fière d'elle parce que, bon, pour X raisons, mais elle y va. Est-ce que vous repérez des traits de caractéristiques des hauts potentiels chez les enfants ? C'est une grande curiosité, poser tout le temps des questions. Elle a marché à 10 mois. Elle a sauté le stade de 4 pattes. Après, ça ne va rien dire. Si ? Alors, les hauts potentiels, souvent, ils ne font pas le stade de 4 pattes. Non ! En fait, ils préfèrent marcher plus tard. Mais quand ils le font, ils marchent tout de suite. Ma fille a 10 mois, ce qui est tôt. C'est comme le langage. Ils ne font pas des mots. Ils peuvent parler plus tard que les autres, mais ils feront tout de suite une phrase. Voilà, parce que ma fille, elle a 2 ans et 2 mois. Elle parle pas encore. On ne peut pas dire qu'elle parle. Non, elle dit trentaine de mots, mais ils nous ont prévenu que ça va peut-être venir un peu plus tard. On lui parle en 3 langues. Moi, je lui parle en slovaque. La nounou, quand on avait à Marrakech, elle lui parle en anglais. Et mon mari lui parle en français. Parce qu'elle comprend tout à fait tout. Et elle a commencé de marcher à 10 mois. Elle a sauté le stade de 4 pattes. Moi, je n'ai jamais vu à 4 pattes. Et soudainement, je vois ma fille qui se lève et qui marche vers moi. Et après, notre pédiatre nous a dit que c'est peut-être trop tôt. Donc, je me suis mis moi à 4 pattes devant elle pour qu'elle me imite. Mais il n'y avait rien à faire. Elle marchait, quoi. Non. C'est un des indicateurs. Ça ne veut pas dire que c'est à 100% sûr, mais en tout cas, c'est un des indicateurs, effectivement.
Il y a quoi d'autre comme indicateur pour les petits bébés comme ça? Il y a le langage, il y a les questions incessantes, plein de questions. Et donc, pourquoi ça? Comment ça marche? Pourquoi? Ah oui. Après, il y a les cauchemars. Ce sont des enfants qui dorment peu. Parce qu'ils ont une imagination. Imagination, et ils ont une conscience de la vie et de la mort beaucoup plus tôt que les autres. Je me souviens de la mienne, quand j'ai eu. Vous vous souvenez de ça? Oui, très bien, car ça m'a marqué. Vous vous souvenez de quoi? Je me souviens de cette absence de conscience qu'on est là. C'était une espèce de frayeur, car si on n'existe pas, c'est quoi? Physiquement, on est quoi? Et je me souviens jusqu'à aujourd'hui, le moment où j'ai réalisé ça. Parce que c'était effrayant, c'était la seule chose qui... Vous aviez quel âge? Je réfléchissais à ça dans la nuit, et je me suis dit, mais c'est trop effrayant. Et je me suis dit, mais qui va me répondre à ça? Qui va me dire? Qui peut me dire qu'est-ce qui se passe et quand on n'est plus? Parce que j'ai comparé le moment pendant qu'on dort, que ça ressemble, mais qu'on se réveille. Du coup, c'est pas grave. Mais après, si on ne se réveille pas, qu'est-ce qui se passe? Où on va? Et bien, c'est ça, ils vont poser toutes ces questions-là sur le cosmos, la planète, les étoiles, la préhistoire, le Big Bang, toutes ces questions du système de la vie. Qui est en question aujourd'hui. C'est peut-être probablement même pas vrai s'il y avait... Voilà, et qui est remis en question absolument. Voilà un petit peu toutes les caractéristiques. Vous savez que les hauts potentiels, on dit qu'il y a 2% de la population qui le sont. Ah, c'est peu. C'est très peu. Et à la fois, ces caractéristiques-là sont quasiment toutes sur ces 2% de personnes. Putain, c'est énorme. Pardon. Mais c'est énorme, je transpire parce qu'il y a beaucoup de... Comment? Il y a d'autres choses? Il y a l'injustice. Je déteste. L'injustice. Je déteste. Je me sens ridicule parce que ça fait... Oui, c'est très enfantin, je trouve. Donc souvent, j'exprime pas ma révolte. Mais vraiment. Et l'injustice. Ensuite, vous avez la curiosité de vouloir mettre du sens dans tout et de tout comprendre. Ah, je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Et même quand j'écoute, c'est pas que je vais être indiscrète, mais je veux tout savoir. Pendant le tournage, quelqu'un a dit à quelqu'un d'autre quelque chose, je veux savoir ce qu'il lui a dit. Parce que j'ai vu qu'il a parlé. C'est pas poli. Et il y en a un autre point, c'est le refus d'avoir une autorité au-dessus de soi. D'avoir beaucoup de mal avec l'autorité et les hiérarchies, en fait. Ça, pas tant que ça, parce que je suis habituée d'avoir une énorme autorité contre laquelle on se révolte pas. Sinon, il y a punition physique. C'est mon père. J'ai vraiment l'habitude depuis tout petit âge de vraiment me plier. Donc là, à la limite. Après, j'ai jamais vraiment eu une hiérarchie comme ça dans la vie, à part de mon père, parce que j'ai toujours fait des métiers qui sont... Je faisais ce que je voulais. Je n'étais pas employée de quelqu'un. C'est ça. Vous n'étiez pas employée, donc vous ne pouviez pas ressentir ce problème avec l'autorité, entre guillemets, quoi. Voilà un petit peu tous les... Et d'autres choses, il n'y a pas autre chose? Alors l'insécurité, la mémoire très grande, et la pensée en arborescence. Donc c'est-à-dire qu'on a une idée, puis d'un coup on a une autre, puis une autre, puis une autre, puis alors du coup on oublie quel était le départ. Je me concentre, je lis un texte, mais il y a un mot, justement comme vous dites, ça m'amène mais alors très loin. Parce qu'une pensée amène à l'autre, il faut que je le ramène au centre, c'est compliqué des fois. C'est-à-dire on n'est jamais en repos. On appelle les normaux-pensants, ils sont en repos, c'est-à-dire que les hauts potentiels, ils ont plus de neurotransmetteurs que les normaux-pensants, et en plus, ils sont beaucoup plus rapides. Donc c'est-à-dire que leur cerveau est sans arrêt en train de leur envoyer des informations, et c'est très épuisant. C'est épuisant, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être des conneries aussi. Ça peut être n'importe quoi, parce qu'ils ont un problème pour hiérarchiser. Donc tout est important dans la vie d'un haut potentiel. Mais c'est très con. Je lave la vaisselle, c'est vrai, il est important par rapport aux autres. Celui-là, il faut laver en premier parce qu'il va se casser, donc l'autre et machin. Non, mais c'est fatigant. C'est très fatigant. Qu'est-ce que ça vous fait de vous exprimer sur le sujet si vous vous êtes jamais exprimé encore sur mais ça me fait plaisir, car je parle de quelque chose que ça vient de moi, donc je suis sûre. Je connais pas grand-chose, mais je parle de moi et de mes sentiments, du coup, ça fait du bien. De reconnaître des choses, de expliquer plein de choses sur lesquelles on n'a pas vraiment trouvé l'explication avant. C'est vraiment très rassurant, vraiment. Moi, je pense qu'en estime de moi, ça m'a aidée. C'est les gens de potentiel, ils ne sont pas forcément faciles à vivre. Absolument. Après, je suis une fille très gentille. Mais par exemple, Michel Simès dit souvent que je lui fais chier. Donc je me pose la question. Non, je m'adapte à tout d'ailleurs. Est-ce que c'est un signe? Je m'adapte, mais alors à tout.
En fait, le haut potentiel enfant, il a été obligé de s'adapter à ce monde en s'oubliant lui-même. Mais c'est en s'adaptant qu'il ressent à l'intérieur de lui un décalage. Parce que du coup, il ne peut jamais être lui-même. Et puis, moi, souvent, quand je suis en face de quelqu'un, et ça m'a vraiment desservi plein de fois. Je ne veux pas donner des exemples parce que c'est horrible, hein, mais à chaque fois, j'essaie de me mettre comme dans la peau de la personne pour qu'elle soit à l'aise, elle. Et ça revient vers moi méchamment. Mais ça permet aussi d'autres choses. Les gens se confient en moi en une seconde. Des fois, je suis mal à l'aise. Ils me disent des secrets de famille en un clin d'œil. Mais ça m'a aussi desservi. Je ne sais pas, par instinct, je veux mettre la personne à l'aise. Je ne la connais pas, la personne. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et des fois, c'est en détriment de ma propre personne. Et ça s'appelle l'hyper-empathie. Je fais ça toujours et je me dis, je vais arrêter. C'est pas possible. Et est-ce que vous avez les sens développés? C'est-à-dire, ça s'appelle l'hyperesthésie, donc l'odorat... Oh my god, mais l'odorat, moi, je suis un nez dans la parfumerie. Non. Pas toutes les personnes qui sont les nez sont HP. Non, pas forcément. Ben L'hyperesthésie, on n'est pas obligé d'être HP, mais l'hyperesthésie est souvent chez les HP et c'est souvent un véritable handicap parce que... Ah non, mais moi, attendez, quand vous êtes enceinte en plus, parce que déjà, toutes les femmes enceintes souffrent parce que l'odorat est extrêmement développé. Je pense que ça protège la femme enceinte de manger des produits qui sont peut-être pas super frais, j'en sais rien, je sais pas. Mais alors même une table avait une odeur. J'ai viré mon chien, tous les parfums dans la famille. Et encore la chambre où j'ai passé beaucoup de temps enceinte, je n'ai plus jamais remis les pieds. Parce qu'elle a une odeur. Et vous avez d'autres sens développés, la kinesthésie, le toucher? Toucher, beaucoup. Vision, pas mal. Les étiquettes, elles vous gênent? Quoi? Non. Sérieux, là? Et c'est un des premiers indicateurs aussi chez les enfants. Non, c'est pas... J'ai larmes aux yeux parce que mon mari me harcèle. Je coupe les étiquettes en cachette. Il faut le dire. Et je me justifie. Regarde, il y a des ciseaux qui sont écrits sur l'étiquette. Car on doit les couper, chérie. Je peux pas vivre. Je peux pas sortir. Parce que même si c'est une étiquette en soi, je veux la sentir. Non, mais c'est pas possible. Je devrais vous rencontrer avant. Parce que c'est énorme. Mon mari, il existe, il vit normalement avec des étiquettes de 20 cm de partout. Et moi, je sais qu'ils sont sur lui, mais j'ai conscience qu'il les porte déjà. Je souffre quelque part pour lui. Mais je ne coupe pas maintenant parce qu'il m'a tellement engueulé. Énorme. Très agréable, c'est que en fait, vous le savez depuis longtemps que vous êtes au potentiel, mais vous n'êtes jamais vraiment renseigné sur ce que... Non, j'avais pas le temps. Et donc vous découvrez là, comme si le puzzle se mettait en place. Je me suis pas renseignée pour la raison que j'ai jamais vraiment cru. Il faut savoir, mais après dans le quotidien à chaque fois, je me dis non, ça va. Moi, c'est pas sport, surdoué, excusez-moi. Donc ça doit servir. Je suis peut-être pas complètement idiote. Je voulais pas me renseigner et voir pour découvrir que je suis pas en fait. Bien sûr. Et est-ce que là vous êtes un peu rassurée de cet échange? J'en sais rien. Non, il y a vraiment beaucoup de comment, je sais pas, mais peut-être ça ne peut pas être pour tout le monde pareil. Après, il y a des différents. Voilà, je cherche encore. Vous cherchez encore. Qu'est-ce que vous auriez à donner, vous, comme conseil par rapport aux personnes qui hésitent à se faire détecter, à passer le test, vous en tant que femme, parce que finalement, vous l'avez su très tard, en fait, dans votre vie, vous aviez plus de 40 ans. Donc, vous l'avez su très tard. Est-ce que vous inciteriez quelqu'un à le faire? Ça lui donnerait des clés sur sa vie Ça permet d'ouvrir tellement de portes. Ça nous enlève cette espèce de incertitude, non. Incertitude, pardon. Ou cette peur, cette crainte de est-ce que je veux, non. Ça part. Il y a cette peur de passer ce test. Il faut vraiment... Il faut vraiment le passer parce que c'est une horreur. Mais après ça, oui, si on a de bons résultats, parce que si on a des mauvais résultats, on n'est pas bien. En fait, c'est pas un résultat, un score à avoir, c'est simplement pour se comprendre, pour comprendre son fonctionnement. Ça donne oui, d'accord, mais si vous avez un mauvais résultat, vous n'êtes pas bien. On sent encore la peur de l'imposteur. Non, mais c'est que ça peut arriver. La personne qui se croit HP, elle va faire comment après, hein? C'est pire pour elle. Oui, mais après, elle apprend à savoir quel est son comportement. Ouais. Je ne devrais pas être à sa place non plus.
Bon, bref, moi, je suis contente. Je transpire tellement, ça m'a fait des souvenirs traumatisants. Non, mais c'est que je suis contente de le faire. Je ne l'ai jamais fait moi-même de ma propre initiative. Mais merci de m'éclairer sur plein de choses. C'est fou ça. Je vais étudier ce sujet peut-être, hein, parce que c'est intéressant. Quel terme vous voulez qu'on utilise? Zèbre au potentiel? Pourquoi zèbre? C'est l'animal qu'on ne peut pas apprivoiser. Et aucun zèbre n'a la même robe, même si on a l'impression qu'ils se ressemblent comme tous. Une empreinte. En fait, pas du tout, c'est comme une empreinte ADN. Donc c'est Jeanne Siofachin qui vous a fait passer le test, qui a inventé, entre guillemets, ce terme. Pour les hauts potentiels, elle les a appelés les zèbres et ça a été repris. Ce qui m'a frappé le plus sur les zèbres, c'est qu'ils ont cette empreinte qui est complètement... On le voit bien. On se dit, mais comment tu vas te confondre dans la nature? Et ils le font très bien. C'est-à-dire qu'ils sont très visibles, en même temps, on ne les voit pas. Ce sont des caméléons. Et en fait, le propre du haut potentiel, c'est d'être un caméléon. Parce que parce qu'il essaie de s'adapter à toutes les personnes, il essaie de s'adapter... Par exemple, vous pouvez très bien vous adapter avec des gens qui vont être très stricts, comme avec des gens très cool. Ah oui, parce qu'on n'a pas assez de confiance en soi pour exister nous-mêmes, et d'être visible. C'est exactement ça. J'ai tout compris. Ok, donc la question c'était est-ce que je me sens plus comme un zèbre? Avec quel terme vous vous Zèbre, c'est pas mal. Et sinon, il y avait quoi? Il y a haut potentiel, surdoué. Non, zèbre, c'est bien. Zèbre. Parce que ça parle concerné. Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Pareillement, avec plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Adriana Carambeu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour que Atypique People perdure. Et découvrez toute l'actualité du podcast, les infos sur le parcours de zèbre d'Adriana sur le compte d'Instagram d'Atypique People, atypique_people. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain avec l'interview de celle qui a identifié Adriana. Il s'agit de Jeanne Siofachin, l'une de nos spécialistes les plus pointues dans le domaine de la douance. En attendant, n'oubliez jamais que la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse.